Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de 7ème dimension. Donc c'est un épisode de la vérif, c'est le numéro 10 et comme d'habitude, on suit pas forcément l'ordre de nos annonces. Comme la vérif est basée sur la récupération d'anciens films ou de nouveaux films en support Blu-ray ou Blu-ray Collector, forcément des fois on annonce des trucs. La dernière fois j'avais annoncé que ça serait un spécial Robert Rodriguez et notamment son Planète Terreur, et entre temps j'ai rentré du ESC et quelques nouveautés, donc du coup je chamboule un petit peu l'ordre, mais bon, l'idée c'est que on se retrouve tous ensemble de manière audio pour parler de cinéma de genre, et c'est le cas de ce 10e épisode de la vérif. Alors 10e épisode dédié au blob de Chuck Russell. Donc le blob de Chuck Russell, il est ressorti dans un superbe coffret Blu-ray édité par ESC Distribution au mois d'août, et c'est quand même un fleuron du genre dans les années 80. On va dire que le blob, il peut se ranger à côté du vampire, vous avez dit vampire de Tom Holland, et de la nuit des sangsues de Fred Decker. Donc c'est quand même un film qui va durer, grosso merdo, 1h30, mais qui conserve une haute dose de fun, et j'étais très curieux de me pencher sur ce film de 88 qui a un peu bercé mon adolescence, et de le regarder avec un œil plus âgé aujourd'hui pour voir en fait s'il fonctionne toujours aussi bien, et la réponse est oui. Donc alors le blob, c'est pas un film, c'est pas une idée originale. Il faut savoir déjà dès le départ que c'était un remake. Il y a déjà eu 2 films avec le mot blob à l'intérieur. Donc il y a eu le blob qui a été tourné dans les années 50 avec dans le rôle principal Steve McQueen. C'était un de ses rôles avant qu'il soit connu. Donc du coup, une fois qu'il a été connu avec la suite de sa carrière, ce petit film, cette petite série B destinée au drive-in, le blob, du coup, il a eu une seconde vie. Et on peut considérer aujourd'hui que c'est un petit classique, on va dire, de la SF vraiment typée années 50 aux États-Unis, post-McCarthyisme, en pleine, on va dire que la SF à cette époque-là, notamment les invasions extraterrestres de toutes sortes, c'était un petit peu des paraboles sur le communisme, la peur du communisme qui allait envahir en fait les États-Unis. Donc c'est un remake de ce film-là, et il y a eu un autre blob qui a été tourné dans les années 70, Beware the Blob, attention au blob, réalisé par l'acteur qui incarne JR dans Dallas. Voilà, ça méritait d'être dit. C'est une espèce de suite remake rigolarde, donc c'est complètement oubliable, alors que le film des 50s a un petit charme quand même, un petit côté sympa. Et ce qui est fou avec un sujet ou un film comme le blob, c'est que ça repose sur un concept qui est casse-gueule. Du coup, le blob s'est rentré en fait comme une figure du
cinéma horrifique américain, c'est rentré en fait dans les mœurs, c'est rentré dans le folklore, et de par sa particularité, c'est-à-dire que le blob, c'est une masse gélatineuse qui est venue de l'espace. Voilà. Et la particularité de cette masse gélatineuse, c'est qu'elle se déplace pour absorber en fait les êtres humains à proximité. Elle se nourrit en fait des formes vivantes et les digère. Du coup, tout ce côté-là que je viens de vous dire, hein, de se nourrir et de les digérer, c'est pas montré dans le film d'origine, dans le film des 50s, pour une raison qui est simple, c'est qu'il n'y avait pas trop de budget et que ça demandait des effets spéciaux assez élaborés et qu'on serait rentré assez rapidement dans un film classé R. Donc du coup le film des 50s repose juste sur cette espèce de, quand on le regarde, celui-là, cette espèce de masse gélatineuse, cette espèce de gelée ou de confiture que vous pourriez trouver dans n'importe quel hôtel bon marché, et ce qui est assez et ce qui lui donne un petit peu son charme, c'est que c'est tourné premier degré, quoi. Et quand vous regardez l'original et que vous voyez cette espèce de confiture qui rentre par les fenêtres, etc., ça reste drôle. Voilà, moi je lui trouve un petit charme. Ça n'a quand même rien à voir avec l'Invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel, qui a été tourné quasiment dans la même période. On n'est pas sur le même créneau. Là, on parle d'une petite série B de drive-in et à regarder du coup avec une certaine nostalgie, parce que c'était l'un des premiers grands rôles de Steve McQueen à l'écran. Donc, du coup, nous, on va se recentrer sur cette nouvelle version, donc, et qui est à l'heure actuelle la dernière en date, même si on va dire qu'au milieu des années 2010, Rob Zombie a été maintes fois annoncé sur un remake du Blob, mais ça s'est pas fait. Donc aujourd'hui, le Blob de Chuck Russell reste la dernière incarnation du Blob à l'écran, et c'est cette version-là qui va lui donner ses lettres de noblesse, parce que cette version-là va répondre à plein de questions, c'est-à-dire comment le Blob se nourrit, qu'est-ce qu'il fait à ses victimes, et d'où vient-il. Donc il pose en fait toute une mythologie, et ce qui permet d'asseoir en fait le monstre dans le folklore horrifique traditionnel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, il est produit entre 88 et 89, et que c'est une période aussi d'hybridation. Donc le milieu des années 80 et la fin des années 80, dans le cinéma fantastique ou horrifique américain, on est dans une période d'hybridation et dans des périodes de remake. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on débute les années 80 avec déjà un remake, qui est le The Thing de John Carpenter, par rapport au The Thing de Christian Nyby, à l'époque, et produit par Howard Hawks. Donc on est dans une période de remake, et même de grands réalisateurs font des suites remake de leurs précédents films. Pensons à Sam Raimi avec Evil Dead 1 et Evil Dead 2. On est dans une période de remake, et le Blob s'y prête grandement. Voilà, c'est quelque chose qui s'y prête, parce que le matériau de départ permet une nouvelle relecture, et forcément, vu que ce n'est pas un chef-d'œuvre du genre, on peut du coup se permettre une nouvelle version. Je tiens à rappeler aussi qu'à cette période-là, David Cronenberg livrait lui aussi un remake à sa manière, qui est celui de La Mouche. Donc voilà, faut garder ça en tête. Et si on rejoint par rapport à un précédent podcast, quand je parlais de Shane Black et de Fred Decker, quand il fait Monster Squad, il prend les monstres de la Universal, il est dans une démarche aussi quelque part de remake, de remettre au goût du jour en fait les monstres de la Universal, mais à sa sauce Goonies à lui. Donc on est en 88. Le réalisateur Chuck Russell est passé à la réal en fait l'année précédente sur le 3e opus des Griffes de la Nuit, donc le Freddy 3, les Griffes du cauchemar. Alors, quand il s'attaque au Blob, c'est son 2e film. Et ce Freddy 3, ce qu'il faut savoir avec Freddy 3, c'est que c'est quand même l'une en même temps, à l'époque, il y avait que 2 suites aux Griffes de la Nuit de Wes Craven, mais c'est quand même une très 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 bonne séquelle. Et de ce qu'on pouvait voir déjà dans ce 3e opus dédié à Freddy Krueger, c'est qu'il y avait de l'imagination, il y avait une envie en fait d'horreur et de cinéma en même temps, ce qui faisait des Griffes du cauchemar un bon entre guillemets roller coaster horrifique de l'époque, c'est-à-dire une bonne bande horrifique du samedi soir avec du fun, des rires, des frissons,
tout ce que demande en fait un amateur de films de genre à l'époque quand il va louer sa VHS dans le vidéoclub. Donc voilà, donc déjà pour un premier film, Les Griffes du Cauchemar, c'est quand même un succès. Maintenant, on va étendre un petit peu le raisonnement par rapport à aujourd'hui. Les Griffes du Cauchemar, c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure séquelle en fait des Griffes de la Nuit. Si on prend toutes les autres séquelles, si on prend la saga des Nightmare on Elm Street, le Freddy 3, indiscutablement, c'est la meilleure séquelle qui a pu être tournée, même si j'ai beaucoup d'affection avec l'Opus 4 tourné par Rainy Harlin, parce qu'il y a pas mal de Z et de débilité à l'intérieur qui me font à chaque fois marrer quand je le regarde, mais l'Opus 3, il y a très peu de gens qui viendront contredire, on va dire, ce statut de suite réussi aux Griffes de la Nuit de Wes Craven. Donc ce premier film en poche, ce qu'il faut savoir avec ce premier film, c'est que ça signait la deuxième collaboration au scénario avec son ami et qui sera plus tard réalisateur, Frank Darabont. Donc c'est-à-dire que Chuck Russell et Frank Darabont, ils se lient d'amitié en fait dans le réseau professionnel sur des tournages faits auparavant à différents postes de la production d'un film, et ils se rendent compte déjà à peine avec 20 piges passées, ils se rendent compte que pour réussir dans le cinéma américain, notamment dans la série B horrifique, il faut qu'ils s'associent en fait. Et ils décident en fait de mettre en place un partenariat, c'est-à-dire qu'ils seront à chaque fois co-scénaristes des projets de l'un ou de l'autre. Donc ça se concrétise déjà par un premier script vendu qui est le Dreamscape de Joseph Joel Roben, si je dis pas de bêtises, voilà, starring Dennis Quaid en 1984, qui était déjà en fait un travail bien avant, quelques années avant, le Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar, c'était déjà une volonté de travailler un petit peu sur les rêves, et ça sera poursuivi du coup dans Les Griffes du Cauchemar. C'est déjà un premier scénario original qui est réussi. Frank Darabont du coup est de nouveau présent pour co-signer le script des Griffes du Cauchemar, et tout naturellement on va le retrouver à la plume, donc il va co-signer en fait le scénario du Blob. Alors on va faire une petite parenthèse parce que Frank Darabont a un apport important. Ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est que nous, quand on regardait les films de Chuck Russell dans les années 80, on était persuadés en fait que c'était lui qui amenait un petit peu le côté in your face, le côté un petit peu bourrin et même dur qu'on pouvait avoir dans certaines scènes des Griffes du Cauchemar ou dans certaines scènes du Blob. Et en fait, maintenant quand on prend du recul sur sa carrière, parce que ce qu'il faut savoir avec Chuck Russell, c'est qu'il va pas confirmer l'essai. Voilà, Chuck Russell aujourd'hui tourne plus, donc ou très rarement quand on va le solliciter, mais sur des projets qui n'ont rien à voir. Mais c'est vrai que la cruauté de certaines scènes, le côté référentiel, en fait, il vient de Darabont. Et la suite de la carrière de Darabont, elle le prouvera. Donc Frank Darabont, pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui le savent déjà, c'est bien de le rappeler, donc c'est un réalisateur des meilleures adaptations au cinéma de Stephen King, donc c'est-à-dire The Shawshank Redemption, Les Évadés, c'est aussi The Green Mile, La Ligne Verte, et ça sera aussi The Mist, voilà, qui est pour moi l'une des meilleures adaptations de King, avec la fin la plus glauque qu'on ait vue sur un écran de cinéma et la plus désespérée qui ait jamais été faite. Voilà. Donc là, j'aime bien mettre des mots comme ça, jamais été faite au cinéma. Donc oui, pour ceux qui ont vu le The Mist de Frank Darabont et pas la série horrible disponible en streaming, voilà, c'est quand même une date en termes d'écriture et en termes d'adaptation de Stephen King. Frank Darabont, c'est aussi lui qui est à l'origine, donc c'est pas lui qui a fait toutes les saisons, mais c'est lui qui est à l'origine, on va dire, de l'adaptation de la bande dessinée Walking Dead à la télévision. C'est lui qui a porté le projet. C'est aussi lui qui s'est barré du projet parce qu'à un moment donné, il y avait des couacs, comme on dit à Hollywood, des différends artistiques avec les producteurs. C'est lui qui a claqué la porte. Et d'ailleurs, il me semble que le procès, et il y a un procès qui est toujours en cours entre le studio et Frank Darabont. Donc c'est en l'occurrence AMC et Frank Darabont. Donc voilà, Frank Darabont, c'est un réalisateur et un scénariste représentatif du genre, qui aime le genre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire que oui, on peut lui attribuer la paternité de pas mal de choses dans les œuvres en fait de Chuck Russell, alors que à l'époque,
quand on regardait le film, bon, on faisait pas trop attention, on se dit, ah bah tiens, ouais, effectivement, c'est le gars des Évadés qui a co-signé le scénar. C'est plus avec le recul qu'on s'en rend compte. Et Frank Darabont, pour finir sur Frank, c'est aussi un très bon pote à John Carpenter. Vous le voyez d'ailleurs dans le rôle d'un pompiste dans le film éponyme Vampire, dont on a parlé dans un précédent podcast. Donc voilà, là on a posé un petit peu, on va dire, l'équipe artistique derrière le projet. Donc Chuck Russell à la caméra et Chuck Russell plus Frank Darabont à l'écriture. C'est une production, donc le Blob c'est une production New Line, donc c'est une production chapeautée par le nabab de chez New Line qui est Bob Shaye et qui est déjà derrière en fait la production des sagas A Nightmare on Elm Street, donc des Freddy, et qui produira quelques années plus tard donc la saga avec le succès que l'on connaît dédiée aux écrits de Tolkien, c'est-à-dire le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Donc on a New Line à la prod, on retrouve aussi pas mal de boîtes d'effets spéciaux de l'époque comme DreamQuest Images qui sont déjà à l'œuvre sur les épisodes des Freddy et qui livrent en fait un travail qui est fastueux, parce que quand vous regardez aujourd'hui, même si il n'y a pas d'effets spéciaux digitaux, que ce sont des effets en fait de matte painting ou réalisés grâce à des trucages optiques à même le plateau, ça tient quand même encore la route et c'est ça qui est fabuleux quand on revoit ce film là aujourd'hui. Il y a certains effets où on sent effectivement, oui, avec le poids des ans, l'incrustation, mais pour d'autres, ça marche quand même relativement bien, notamment tous les effets spéciaux de maquillage où certains personnages sont digérés en plan séquence à l'écran. Ça reste encore, ça a gardé son impact de l'époque. Et c'est maintenant qu'on va en parler. Donc le Blob, c'est un vrai remake. Donc pourquoi c'est un vrai remake ? C'est-à-dire qu'il reprend pas mal d'éléments clés, de scènes clés du film des 50s. Donc ça s'ouvre de la même manière avec un clochard qui va tomber nez à nez avec une météorite qui s'écrase à ses pieds et d'où se déverse en fait cette masse gélatineuse venue d'ailleurs qui est le Blob, et c'est lui en fait qui va se faire contaminer, qui va se faire happer la main et qui va amener en fait une partie, parce que voilà, le Blob, sa particularité c'est que c'est comme du chewing-gum, hein, vous pouvez le couper en plusieurs morceaux, donc il va amener une partie du Blob en centre-ville. Vous retrouvez aussi en milieu de métrage la scène du cinéma avec une invasion du Blob dans une salle de cinéma bondée. Donc on a certains passages en fait qui sont repris et en fait Russell et Darabont sont très respectueux du matériau de base. Donc ils respectent quand même un certain déroulé et après ils vont venir eux y rajouter des choses plus actuelles, plus en phase avec l'époque dans laquelle ils tournent le film et amener un petit peu de modernité. Donc cette modernité elle passe par quoi ? Elle passe par le côté années 80 que l'on peut trouver en fait à cette époque-là dans des films comme Vampire, vous avez dit Vampire, comme La Nuit des Sensus, c'est-à-dire qu'on va hybrider un postulat de teen movie, voilà, teen movie basique, avec une créature horrifique. Et on va l'ancrer tant musicalement et tant que visuellement, c'est-à-dire avoir recours à des effets spéciaux, des effets visuels qu'on n'avait jamais vus auparavant, voilà, pour pouvoir amener cette modernité-là, en fait, et donner aussi de la mobilité à cette créature gélatineuse qui, je le répète, sur le papier, est casse-gueule. C'est-à-dire que le Blob, c'est du chewing-gum. Jusqu'à présent, on n'en avait pas forcément peur dans les années 50 parce qu'on ne voyait pas ce qu'il faisait, ça se passait hors champ. Grâce aux effets spéciaux complètement dingues réalisés pour cette version-là, ouais, moi je sais que ce film-là, je l'ai vu assez rapidement en fait, hein, peu de temps après sa sortie, je l'ai vu en VHS, ou quand il devait passer dans les Jeudis de l'Angoisse sur M6. Allez, j'ai dû le voir 3-4 ans après sa sortie, je crois que j'avais 10-11 ans. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Déjà, le visuel, l'affiche est hardcore, elle est complètement dingue. Donc, c'est-à-dire que vous avez cette masse gélatineuse au plafond, une gueule déformée, un bras déformé qui vient tirer en fait une des lettres du logo du film. Et c'est hyper bourrin, hyper visuel, et ça marque les esprits. Donc ça, c'est le genre d'affiche qu'on a envie d'avoir dans sa chambre et qu'on a dans sa chambre dans les années 80-90. Donc voilà.
Donc le Blob, il y a tout un travail sur le visuel. Donc je disais que c'était un vrai remake. Donc on a cette masse gélatineuse qui arrive par le biais d'une météorite. Et du coup, on est typiquement dans un hommage au film des 50s, c'est-à-dire que l'invasion des profanateurs et toute la clique qui va avec, c'est quelque chose qui arrive par des météorites ou qui vient des étoiles. Donc il y a cette peur de cette chose qui arrive de l'espace comme ça et qui tombe dans une forêt de manière inopinée pour venir nous envahir. Voilà. Donc il y a le côté du coup petite bourgade américaine. Donc Russell et Darabont prennent les postulats du teen movie avec toutes les figures que l'on peut retrouver en fait, et même aujourd'hui dans un Certain Reason Why par exemple. Vous allez avoir le rebelle au grand cœur. Alors, le rebelle au grand cœur, il est incarné, donc c'est le héros du film, il est incarné par Kevin Dillon. Et Kevin Dillon, eh ben c'est le frère de Matt Dillon. Et Matt Dillon, dans les années 80, c'était une icône. Voilà. Coppola avait commencé à l'installer avec ses premiers films. Et Kevin Dillon, il est à Matt Dillon, ce que William Baldwin est à Alec Baldwin. Donc c'est-à-dire que c'est le petit frérot qui a un peu la même gueule, donc on va essayer de surfer un petit peu sur la notoriété du grand frère. Donc Kevin Dillon, à l'époque, il sortait du Platoon de Oliver Stone. Il y avait aussi le The Doors de Oliver Stone, mais derrière le Blob, il n'aura pas la carrière. Alors déjà, son frère, il a pas la carrière qu'il aurait pu mériter, qu'il aurait dû avoir aujourd'hui, et lui encore moins. Donc c'est-à-dire qu'à la sortie du Blob, il va aller se terrer dans des téléfilms et cachetonner dans les séries B. On le retrouvera dans des 10e rôles dans Absalom 2022 de Martin Campbell, qui est une espèce de sous Mad Max, sous New York 97, et on le retrouvera aussi dans un 10e rôle dans le remake de l'aventure du Poséidon, qui s'intitule Poséidon, aux côtés de Kurt Russell dans cette nouvelle version de Wolfgang Peterson. Et je sais qu'aujourd'hui, il cachetonne aussi dans la série Entourage. Donc voilà, Kevin Dillon, à l'époque, il a ce côté un petit peu qu'a aussi son frère, cette espèce de gueule. Voilà. Il a déjà une espèce de vécu alors qu'il est tout jeune, cette espèce de gueule cassée qui lui permet d'interpréter les voyous. Et c'est comme ça qu'a fait son frère. Et c'est comme ça que faisait aussi une autre famille d'acteurs comme les frères Penn, Christopher Penn et Sean Penn. Donc voilà, Kevin Dillon, il a cette gouaille, il a cette gueule où il peut incarner les personnages, les rebelles, les badass, les petites frappes. Et c'est clairement le rôle qu'il a là-dedans en fait. Donc le personnage qu'il incarne, qui est le personnage de Flag, c'est le rebelle au grand cœur. Donc voilà, il y a une volonté des scénaristes d'aller mettre en avant comme personnage principal un laissé pour compte entre guillemets, et on va lui opposer en face de ça la petite fille de bonne famille qui est Majorette, la star du lycée, et son petit ami est quarterback. Voilà. Donc on a cette espèce de triangle amoureux qui est vite déboulonné par l'arrivée du Blob, mais dès le départ on est dans le contexte du teen movie avec toutes les préoccupations d'un teen movie, c'est-à-dire il y a bientôt le bal du lycée, est-ce que mon petit copain m'aime pour ce que je suis réellement ou il veut juste coucher avec moi? Si on prend le cas du quarterback, j'aimerais coucher avec elle mais je veux pas qu'elle me prenne pour un sale type, et le côté du rebelle qui est que c'est pas parce que je fume des clopes et que je connais pas mon père que j'ai pas droit à l'amour, et que moi aussi je suis pas capable de sauver les gens et de faire de grandes choses. Donc voilà, on a ce postulat là qui va se dérouler au fur et à mesure, et forcément le triangle amoureux il va vite sauter, parce que assez rapidement on sent une volonté, et c'est ça qui est intéressant, on sent une volonté un peu sale gosse de Chuck Russell, qui était déjà présente dans Les Griffes du cauchemar, dans le 3e opus des aventures de Freddy Krueger. On a ce côté sale gosse de vouloir prendre ces clichés ambulants et de les défoncer. Voilà. Et c'est un côté qu'on retrouve aussi dans le cinéma de Joe Dante,
pour ceux qui se rappellent, pour tous ces clichés qui sont défoncés dans le Gremlins 2 et dans pas mal de ces films aussi. Donc voilà, il y a une volonté de défoncer assez rapidement ça et de mettre en place aussi un maximum de scènes, on va dire, exceptionnelles et choquantes pour un film horrifique de l'époque. Donc il y a vraiment cette volonté proche d'un producteur-réalisateur comme William Castle de vous faire peur, voilà, vraiment de vous faire peur, et en même temps qu'il y a un amour du genre horrifique. C'est-à-dire que ce remake du Blob, il est premier degré. Voilà. Il n'y a pas de cynisme à l'intérieur. On n'est pas dans le cinéma fantastique de la fin des années 90 comme a pu le produire Dimension Film via les Scream et tous les ersatz. Je sais bien, j'ai l'impression que j'ai fait ersatz. Voilà. Donc toutes les ressucés de ces films-là où c'est du cynisme. Les Souviens-toi l'été dernier, du Urban Legend, etc. Où le genre est pris de haut. Là, on est premier degré, on s'amuse, on se fait peur, et j'ai envie de vous dire, ce n'est que du cinéma, et ça c'est important. Donc de ce qu'il faut retenir, pas mal de scènes. C'est vrai que moi, m'était resté en tête certaines scènes du film, et effectivement, ouais. Je repense au truc tout bête de cette scène complètement stupide mais qui est géniale, qui fonctionne bien. Donc on a un des quarterbacks qui est un connard fini et qui pense qu'à coucher avec les gonzesses du lycée, et du coup on le voit en train de faire boire une de ses conquêtes jusqu'à ce qu'elle soit complètement sous pour pouvoir abuser d'elle, et on voit que son plan il est bien rodé, donc c'est à dire qu'à un moment donné il ouvre le coffre de sa bagnole et il y a tout entre guillemets le baiser en ville qu'on pourrait imaginer pour ce genre de personnage, avec un petit panier de basket à l'intérieur, une petite glace et de quoi fabriquer des cocktails dans son coffre. C'était des idées complètement connes de l'époque qui nous faisaient marrer et qui donnaient un petit peu de charme à ce film là, et du coup une fois, et c'est ça qui est bien aussi, parce que avec cette scène-là que je suis en train de vous décrire, on retombe aussi dans les règles du slasher. C'est-à-dire que les personnages mal attentionnés, les drogués, les alcooliques, ce que vous voulez, ils paient la note en fait. Et donc lui, on sait, il nous a fait marrer, mais ce qu'il fait quand même, c'est douteux et malhonnête. On sait qu'il va payer la note et il va se faire happer littéralement par le décolleté de sa copine. Donc ça, c'est quand même une scène qui est marquante. L'autre scène marquante, c'est comment, en tant que réalisateur et scénariste, je t'évacue un des personnages du triangle amoureux, un des héros potentiels du film, qui est le quarterback, c'est-à-dire ce quarterback-là, qui se fait digérer en plan séquence devant les yeux de sa copine, dans une scène qui est d'une cruauté à toute épreuve. C'est-à-dire que c'est pas un mauvais garçon, mais voilà, on sent que c'est un film qui est fait par les derniers de la classe. Voilà, c'est un film qui est fait par Flag, voilà, par le personnage de Kevin Dillon. Donc forcément, le quarterback il paie la note. J'en ai pas parlé, mais faudrait le signaler. Le personnage féminin qui est pas juste un faire-valoir du personnage de Kevin Dillon. Encore une fois, on est sur un équilibre. Le personnage féminin est assez bien traité et c'est pas le repos du guerrier dans ce film-là. Donc le personnage féminin est incarné par Shawnee Smith, et Shawnee Smith, c'était une nana qu'on avait vue dans Aigle de Fer, et qu'on reverra plus par la suite, si ce n'est dans des Hollywood Nights, des téléfilms pour ta mère sur M6, ce genre de choses, mais elle reviendra sur le devant de la scène, de nouveau par le biais du cinéma horrifique, grâce à Leigh Whannell et James Wan, qui lui offre le rôle d'Amanda dans la saga Saw, ce qui deviendra un rôle récurrent au final, hein, dans toute la saga. Elle est quasiment citée dans des flashbacks, elle est présente dans tous les opus, si ce n'est les derniers qui ont été produits. Mais voilà, Shawnee Smith, son seul fait de guerre aujourd'hui, voilà, c'est d'avoir un rôle récurrent dans la saga Saw. Donc elle joue plutôt bien dans le Blob. Elle a ce côté à la fois naïf
et en même temps elle va avoir un côté un petit peu en mode Sarah Connor, c'est-à-dire je vais prendre un peu les choses en main et je vais pas être juste un faire-valoir féminin pour le personnage, pour le héros en fait. Et c'est ça qui est un peu qui est intéressant. Alors il faut pas y voir de grands messages sociaux dans ce film là, il y a pas une grosse critique de, voilà, c'est très léger quoi. Il n'y a pas de gros message à l'intérieur, il y a juste une volonté de nous brosser des personnages assez touchants dans leurs différences et qui vont arriver à être complémentaires. Donc finalement, ce qui en ressort là-dedans, c'est que la majorette, elle est pas conne, voilà. Et c'est pas qu'une majorette en fait. Et le personnage du voyou, c'est pas un voyou. Voilà, c'est juste un mec qui est différent, qui pense différent. C'est une sorte de punk, voilà, au grand cœur. Donc il y a une volonté, voilà, de jouer avec ces figures-là et qui sortent un petit peu du cliché, même si ça reste quand même un petit peu des clichés pas trop travaillés, mais les acteurs amènent le supplément d'âme. Et c'est vrai que le Blob, vous pouvez le mettre en double programme avec La Nuit des Sangsues, parce que vous verrez, c'est un peu le même travail, sauf... Par contre, moi je trouve que le Blob est quand même niveau interprétation et niveau mise en scène est supérieur du coup à La Nuit des Sangsues. Ce qui fait le charme aussi d'une bande 80s comme le Blob, c'est en termes de rythme. Voilà, c'est mené tambour battant, c'est réjouissant. La musique aussi, alors oui, effectivement, moi je suis un vieux con des années 80, donc forcément ça me parle, mais voilà, c'est du hard FM. C'est gentiment désinvolte envers la société. Voilà, il y a un côté vraiment pré-Stranger Things de cette petite bourgade. Voilà, c'est quand même une influence pour cette série Netflix. Donc il y a tout ce côté-là qui fonctionne toujours à l'heure actuelle. Donc ouais, de le revoir aujourd'hui dans un master comme celui qui est proposé par ESC, ouais, ça fait plaisir. Et je ne saurais que trop vous conseiller ce film-là, rien que pour un morceau de bravoure, qui est la scène du cinéma. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas radin. Donc, c'est-à-dire que parce que oui, ce qui était marquant à l'époque pour ce film, c'est que c'était bourrin. C'était bourrin et ça y allait pas par quatre chemins. Le Blob, il fait pas de distinction et n'oubliez pas que dans le cinéma horrifique, il y a certains tabous. Autant quand je tourne un film sur, on va dire, des bouffeurs, des bouffeurs de viande humaine, des cannibales, dans mon Texas, je m'appelle Toby Hooper, je tourne ça en mode indépendant, j'en ai rien à foutre des tabous. Autant quand c'est un film de studio, parce que Le Blob est un film de studio, de voir qu'on y tue frontalement des gamins, ouais, ça force le respect parce que c'est quelque chose qui n'arriverait pas aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, c'est scénarisé par Franck Darabont. Et voilà, ça fait écho aussi au final de The Mist. Donc voilà, il y a une patte, il y a une signature. Donc ce film-là est d'une rare cruauté. Ça reste fun, mais quand même, quand on y réfléchit, ce qui nous est mis en face, ça n'y va pas par quatre chemins. Donc la scène du cinéma, c'est quand même jouissif et cruel, et c'est ce qui fait la force de ce film-là. C'est ce qui fait et c'est ce qui fait aussi ce qui a marché à l'époque, c'est que c'était un film qui s'adresse directement aux ados. Parce que, comme on peut le comprendre, quand on est dans cette période-là, on est en recherche de sensations fortes. Et le Blob nous offre ces sensations fortes et va aller dans ces transgressions-là, dans ce côté j'en ai rien à foutre, qui est typique au final de cette période-là de notre vie, en fait, de l'adolescence. Donc revoir The Blob aujourd'hui et prendre du plaisir, c'est se rappeler aussi un petit peu l'adolescent qu'on a été. Donc pour ceux qui m'écoutent, qui ont des ados, voilà. Ouais, c'est un truc que vous pouvez partager avec eux aujourd'hui. Le Blob, c'est quelque chose que vous pouvez regarder avec votre ado s'il aime le cinéma horrifique, parce que ces films-là, on n'en fait plus.
Voilà. C'est-à-dire une telle gourmandise dans les effets visuels, et je le répète, dans cette volonté de briser les tabous, il y en a plus. Il y en a plus aujourd'hui. On est dans de l'aseptisé ou dans de l'horrifique pas frontal. Ou sinon, si on se réfère à la vague de torture porn qu'il y a eu au début des années 2000, ou sinon trop. Voilà. Mais ce savant mélange entre fun et horreur, rire et frisson, c'est vraiment typique des années 80 et le Blob est un digne représentant du coup de ce savant mélange entre rire et frisson. Et rien que pour tout ça, je ne peux que vous encourager à récupérer cette galette éditée par ESC. Alors là maintenant on va se consacrer en fait sur la galette elle-même. Moi du coup j'ai récupéré l'édition Ultra Collector, donc c'est-à-dire digipack cartonné avec un nouveau visuel. Vous l'ouvrez, dedans se trouve le Blu-ray du film avec les bonus, se trouve la version du film en DVD, et vous récupérez aussi le film original des 50s sur une autre galette. Donc ça c'est quand même plutôt complet si vous voulez vous faire en fait une thématique spéciale le Blob. Comme je vous ai dit, le film des années 70, on n'a rien à foutre. Voilà, c'est naze, donc ça n'a rien à foutre dans le coffret, c'est très bien comme ça. Dans ce coffret là se trouve aussi une série de photos de tournage, voilà, donc très bien tirées, donc qui peuvent rester de manière volante dans le coffret, plus un petit livret, voilà, sur quelques notes de production, quelques faits liés au film, petite filmo sur Chuck Russell, et en plus de ça, vous avez un joli poster, voilà, dans une taille plutôt sympa, donc un 40 par 50 cm, autant vous le dire, moi qui ai redécoré un petit peu la pièce dédiée au podcast, ben ouais, il traîne fièrement dans un beau cadre en 40 par 50, donc ça a de la gueule, voilà, ça a de la gueule. Donc niveau packaging, comme toujours chez ESC, la barre est très haute, pour une somme qui est d'une quarantaine d'euros, allez, à peu près, c'est ça, il me semble, de tête. Donc c'est non, c'est pas du vol, quoi. C'est pour un film comme ça, vous l'aurez de manière définitive. C'est vraiment l'édition définitive. Parlons du film en lui-même. Le master est propre, mais il reste encore un peu granuleux. Après, je pense que c'est lié au négatif d'origine et qui a dû sûrement être récupéré sur l'édition Shoot Factory américaine. Donc voilà, c'est propre, mais ça reste parfois un petit peu granuleux. Voilà, c'est le seul petit bémol, mais on est largement au-dessus des éditions précédentes, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je dirais que c'est la meilleure édition existante pour ce film-là. Niveau bonus, alors il y a à peu près 4 modules entre 20 et 30 minutes à chaque fois, donc ça nous fait un peu moins de 2 heures de bonus originaux. Il y en a qui viennent de chez Shoot Factory, il y en a d'autres qui ont été tournés exprès par ESC. Le seul petit bémol, alors je pense que c'est plutôt pour des raisons de droit avec le studio, c'est que au final il y a très peu d'images d'archives pour illustrer les propos, que ça soit du réalisateur, de la personne en charge des effets visuels. Il n'y a pas... Donc du coup, c'est voilà, c'est le seul petit bémol, c'est regarder parler en fait une personne. Voilà. Et à ce jeu-là, on peut dire que tous les réalisateurs ne sont pas égaux. C'est intéressant d'écouter Chuck Russell parler de sa carrière, et au final il parle très peu du Blob, il va beaucoup parler de l'avant, de l'après, mais on n'apprend pas énormément de choses, si ce n'est connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de la carrière de Chuck Russell, et c'est vrai que ça confirme quand même que c'est pas un auteur et que c'est juste un solide artisan. Voilà, ça confirme cette chose-là. Pas d'intervention de Frank Darabont, c'est dommage. Après, j'imagine, c'est toujours pareil, c'est des problèmes de disponibilité, de droit et d'envie aussi, pour vouloir intervenir sur des bonus tels que ceux-là. On a l'intervention, ça c'est un bonus spécifique ESC, l'intervention en fait du directeur cinéma de chez Arte, en fait,
qui lui maîtrise bien le sujet. Voilà. Donc lui il va bien maîtriser le sujet, et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être il est peut-être plus intéressant que le réalisateur lui-même. Donc il apporte énormément de choses sur le film en lui-même, sur comment il a été reçu à l'époque, et sur son postulat de remake. Donc en un peu moins de 30 minutes, il nous apporte énormément d'éléments, bien plus que le réalisateur lui-même. C'est ça qui est assez intéressant. Et le module sur les effets visuels, c'est dommage, parce qu'on y parle de storyboard, on y parle de maquettes, etc. Mais on n'a aucune image d'archive. Donc c'est un petit peu dommage. En même temps, on va pas cracher dans la soupe, parce que les gens peuvent s'exprimer, il y a des anecdotes, donc on a des retours, donc il y a du contenu. Voilà, il y a du contenu. On aurait pu espérer peut-être plus de contenu si on fait un petit comparatif. Est-ce qu'on peut faire un comparatif là-dessus entre, par exemple, une édition de Maniac chez Le Chat qui Fume et cette édition du Blob? Bon, voilà, Maniac, comme je vous l'avais dit, il y a tellement de bonus que j'en ai toujours pas fait le tour. Voilà. Et il y a des images d'archives, il y a énormément de matériel. Là, sur le Blob, il y en a un peu moins, mais je pense qu'au final, l'important, c'est quoi ? C'est qu'on possède le film, voilà, dans une très très bonne version, et ça reste ça le plus important. Donc, vous l'aurez compris, si vous êtes fan de ce côté SF horrifique des 50s, et que vous aimez les remakes de ces choses-là dans les années 80, que vous avez envie de passer un bon moment, que si vous voulez un bon film horrifique du samedi soir, et que vous l'avez jamais vu, je vous conseille, ruez-vous sur le Blob, ça fait très bien le taf, vous allez passer un excellent moment. Et voilà, ce 10e épisode de La Vérif touche à sa fin, donc nous on se retrouve assez rapidement pour un Welcome to the Streaming, je l'avais annoncé, dédié à la saga Best of the Best, disponible sur Prime Video depuis quelques temps déjà. Donc voilà, j'ai inversé un petit peu la programmation, mais je perds pas le fil sur ce que je vous ai promis. Il y aura bien aussi un podcast spécial American Ninja, et on se retrouve très vite dans La Vérif pour parler du Invisible Man, donc du monstre, de l'un des monstres de la Universal Monsters, repris par Jason Blum via Blumhouse Productions, et écrit et réalisé par Leigh Whannell. Donc ça sera pour notre 11e épisode de La Vérif. Et comme d'habitude, je termine cet épisode sur notre tagline spécifique. Ici, à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.